Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles. Et tout de suite le sommaire de votre journal. Ouverture à Casablanca des travaux de la 6e édition du Forum international Afrique Développement sous le thème « Quand l'Est rencontre l'Ouest ». La cérémonie inaugurale de cet événement placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI a été présidée par le chef d'État sierra-léonais dont le pays est l'invité d'honneur. Le forum Crans-Montana est de retour pour une 5e édition à Dakhla. Cette année, la réflexion est engagée pour bâtir une Afrique moderne au service de sa jeunesse. Plusieurs débats et panels de haut niveau sont au programme. Dans ce journal, nous plongerons dans le monde coloré d'Amina Costo. Après s'être consacrée pendant plusieurs années à la création d'œuvres tissées, elle s'est trouvée aujourd'hui une nouvelle vocation, la peinture. La transition a coulé de source. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement Saadi El Athmani. Au début de ses travaux, Saadi El Athmani est revenu sur la loi sur le droit d'accès à l'information en mettant en avant le rôle qu'elle pourrait jouer dans la consolidation du principe de la transparence administrative. Le chef du gouvernement a également salué l'engagement des acteurs de la société civile dans ce sens. Ensuite, le Conseil de gouvernement a examiné et adopté un projet de loi relatif aux sûretés mobilières ainsi qu'un projet de décret concernant l'application de la loi relative au code des assurances. Dans le cadre de la lutte contre les menaces terroristes en relation avec l'organisation dite État islamique, le Bureau central des investigations judiciaires relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire a procédé ce jeudi au démantèlement d'une cellule terroriste dans les villes de Sidi Ben Nour, El Jadida, Mohammedia et Marrakech. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de l'Intérieur. Cette cellule est composée de 6 éléments âgés entre 27 et 40 ans, dont un ex-détenu dans le cadre de la loi antiterroriste. Il entretenait des liens avec des éléments actifs dans la branche de Daesh en Libye. Une surveillance sécuritaire minutieuse a révélé l'adhésion des mis en cause qui ont prêté allégeance à cette organisation terroriste et à son agenda destructeur, et cela à travers la planification d'opérations terroristes dans le royaume. Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent. Et justement, grâce à son fort engagement en matière de lutte contre le terrorisme, le Maroc a été réélu à l'unanimité des membres du Forum mondial de lutte contre le terrorisme pour un 3e mandat à la coprésidence. Réélection au cours de la 15e réunion du comité de coordination de cette instance à Malaga. Après 2 mandats consécutifs menés conjointement avec les Pays-Bas, le Maroc va coprésider avec le Canada pour la période 2020-2022. Intéressons-nous à présent à cet exercice de gestion de crise en matière de sûreté et de sécurité aéroportuaire, exercice organisé aujourd'hui à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca par l'Office national des aéroports, baptisé CM101. Cette simulation est supervisée par la direction de l'aéronautique civile en coordination avec l'ensemble des partenaires concernés. Brahima Faq et Souad Anachet pour le commentaire. Comme dans un film catastrophe, une fumée artificielle, 2 présumés voyageurs en panique, une prise d'otages fictifs et des victimes. Ces scènes se sont déroulées au sein de l'aéroport international Mohamed V de Casablanca. Un scénario bien ficelé pour un exercice de gestion de crise grandeur nature lié à la sûreté et la sécurité, campé par des représentants des différents organismes concernés. C'est un exercice de type général qui permet, à travers la mise en œuvre d'un scénario secret basé sur une série d'événements chronologiques, de tester les capacités d'intervention des intervenants en cas de crise et d'évaluer le système de sûreté et de sécurité de l'aviation civile mis en place au niveau de cette plateforme aéroportuaire en vue de son amélioration. Pour tous les partenaires de cette opération simulation, l'exercice est une formation collective. L'idée est d'optimiser la coordination entre les différents intervenants dans la gestion des crises.
احنا كنتواجدوا الان في مقر تدبير الازمات بمطار محمد الخامس. هذا المقر اللي هو C'est la cellule de gestion des crises qui supervise les directives relatives aux exercices en se basant sur un guide de crise qui englobe les mesures à suivre en cas de crise. Nous sommes en train de tester ce manuel d'urgence afin de l'évaluer et l'améliorer. Au bout de l'exercice, un rapport d'évaluation est élaboré. Il débouchera sur la mise en œuvre d'un plan d'action pour les années à venir. Rendez-vous est pris à l'aéroport Fessayes pour le prochain exercice. Restons à Casablanca où se sont ouverts ce jeudi les travaux de la 6e édition du Forum international Afrique Développement sous le thème « Quand l'Est rencontre l'Ouest ». La cérémonie inaugurale de cet événement placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI a été présidée par le chef d'État sierra-léonais Julius Maada Bio dont le pays est l'invité d'honneur cette année. L'événement est une plateforme de référence en faveur de la promotion des investissements et du commerce intra-africain. Ahmed Hamri et Sarah Katir. Et de 6 pour le Forum Afrique Développement, véritable plateforme de dialogue et de promotion des investissements et du commerce intra-africain. L'événement réunit des opérateurs économiques et institutionnels de plus de 34 pays. Le forum s'inscrit dans la politique menée par le Maroc pour renforcer son ancrage africain et agir en faveur du continent. La rencontre a été présidée par Julius Maada Bio, président du Sierra Leone, pays à l'honneur. Laissez-moi tout d'abord d'exprimer ma gratitude pour le Royaume du Maroc pour avoir abrité cet important événement. Je veux également féliciter Sa Majesté le roi Mohamed VI pour son leadership africain et pour toutes les initiatives qu'il ne cesse de prendre pour le bien de notre continent. Il s'agit de traiter la problématique de l'intégration africaine qui est voulue par les gouvernants africains, par le secteur privé, par les populations africaines. Et ces thématiques vont faire l'objet de 3 ateliers de travail qui s'intéresseront à la problématique de l'intégration africaine, mais aussi à la jeunesse africaine dans ce monde du digital, de l'innovation technologique, où l'Afrique peut faire un saut technologique important. Pour cette édition, l'accent est mis sur l'intégration régionale, un thème d'actualité vu que le continent pense à accélérer son intégration économique avec l'accord portant sur la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine. Il faut imaginer un rapprochement global au sein de l'Afrique, l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud et tout ça. On le sent aujourd'hui à travers ce qu'on appelle la ZLECAf, la zone de libre-échange du continent africain, qui va être une formidable opportunité pour l'ensemble des Africains, sachant que nous aurons un marché à horizon 2050 de 2,5 milliards d'individus et 2,5 milliards de consommateurs. Forums like this. Un tel forum va nous permettre de mettre la main sur de nouvelles opportunités pour l'investissement intra-africain. Les pays africains disposent de potentialités leur permettant une intégration économique fructueuse. Development finance and so on. À l'issue de la réunion plénière, le président sierra-léonais a inauguré le marché de l'investissement où plusieurs pays africains exposent leurs potentialités, leurs opportunités et les incitations qu'ils offrent à leurs investisseurs. Le forum Transmontana est de retour pour une 5e édition à Dakhla. Cette année, la réflexion est engagée pour bâtir une Afrique puissante et moderne au service de sa jeunesse. Plusieurs débats et panels de haut niveau sont au programme. Il est question d'examiner les moyens et les opportunités de développement du continent. C'est une correspondance de nos envoyés spéciaux Iman Abloul, Arbin Hayri, Ma'ammar Fajjaj, Abdel Fattah Zouine et Youssef Mziani. Sous un soleil printanier, le 5e Forum Transmontana plante son décor. C'est le rendez-vous de référence des décideurs publics et du monde des affaires. Pour la 5e année consécutive, ils viennent débattre des grands enjeux de l'Afrique et de son intégration mondiale. Nous avons un certain nombre de créateurs, de start-up, de jeunes gens engagés dans la société civile, de jeunes fonctionnaires aussi qui ont aujourd'hui des parcours absolument remarquables. Et l'idée, c'était de pouvoir ouvrir très grand les portes de ce forum à cette jeunesse. Cette jeunesse sera également à l'honneur à l'occasion de la cérémonie de clôture. Comme vous le savez peut-être, le forum de Crans-Montana
a lancé il y a une dizaine d'années maintenant une importante initiative que nous appelons les nouveaux leaders du futur. Crans-Montana 2019 oriente ses activités vers une réflexion approfondie sur les moyens de bâtir une Afrique puissante et moderne au cœur de sa jeunesse. Tout un potentiel. Les moins de 25 ans représentent en effet 64% de la population dans le continent, le plus jeune du globe. L'autre évolution majeure de cette édition, et c'est une évolution à laquelle nous sommes très attachés, nous sommes tous très sensibles à l'accueil particulièrement chaleureux que nous recevons ici depuis 5 années maintenant, un accueil très chaleureux des autorités locales, de la population locale, de nombreuses associations avec lesquelles nous échangeons tout au long de l'année. Et nous avons souhaité que, au-delà du seul forum, puisse se développer. L'innovation sera au cœur des débats et des sessions spéciales dans des secteurs comme le digital, la sécurité sanitaire, les énergies renouvelables et la croissance durable et solidaire. 4 jours durant, la réflexion promet d'être plurielle et généreuse. Cette année encore, ce sont plus d'1 millier de participants qui se retrouvent dans la Perle du Sud. Dakhla perpétue une tradition ancestrale du Sahara marocain, carrefour de rencontres et terre de dialogue. Dakhla est chaque jour un peu plus le laboratoire de l'Afrique de demain. L'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara marocain, l'ancien président d'Allemagne, Horst Kohler, a invité toutes les parties, le Maroc, l'Algérie, le Polisario et la Mauritanie, à une seconde table ronde à la ville suisse de Genève les 21 et 22 de ce mois-ci. Cette deuxième table ronde se tient suite à une première réunion tenue à Genève les 5 et 6 décembre dernier, à laquelle ont pris part le Maroc, l'Algérie, le Polisario et la Mauritanie. L'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies souligne que le Conseil de sécurité avait encouragé dans sa résolution 2440 le Maroc, l'Algérie, le Polisario et la Mauritanie à travailler, je cite, de manière constructive avec l'envoyé personnel dans un esprit de compromis tout au long de la durée du processus de sorte qu'il aboutisse. En Syrie, alors que 3000 membres du groupe terroriste Daesh se sont rendus aux forces anti-djihadistes soutenues par Washington, des milliers d'autres résistent encore et mènent leur ultime combat, notamment dans le village de Barouz, à l'est du pays. Pendant ce temps, pas de répit pour les bombardements des forces gouvernementales. Ces dernières parlent d'une victoire imminente, signant la fin de Daesh dans toute la région. En Algérie, à la veille d'un vendredi décisif pour le mouvement de contestation populaire, le pouvoir s'efforce vainement de convaincre la rue du bien fondé de la prolongation du mandat du président Abdelaziz Bouteflika et de son plan de réforme. Depuis 3 semaines déjà, le pays est pour rappel le théâtre de plusieurs manifestations contre le président Bouteflika. Des manifestations d'une ampleur inédite depuis son arrivée au pouvoir il y a 20 ans de cela. Brexit et ce nouveau revers magistral infligé à la première ministre britannique Theresa May. L'accord qu'elle a conclu avec Bruxelles a été rejeté pour la 2e fois hier par les députés. Plusieurs de ces ministres ont bravé la consigne du parti et donc sa propre autorité. Ce soir, les députés sont appelés à se prononcer sur un report du Brexit. L'Union européenne souligne en revanche qu'une demande de report du retrait de l'Union européenne devrait être justifiée et acceptée à l'unanimité par les 27 États membres. Retour à l'actualité nationale, le gouvernement ouvert ou comment rétablir la confiance dans les institutions. Cette thématique de portée mondiale a été débattue lors d'une conférence internationale tenue à Salé avec la participation d'une dizaine de professionnels et d'experts représentant différents pays. Il était question d'examiner les moyens d'améliorer les mécanismes d'accès à l'information. Les explications tout de suite dans ce reportage signé Wissal Emri sur un commentaire de Nissel El Hamdaoui.
Les pays participant à cette conférence internationale adhèrent à l'esprit de gouvernement ouvert. Une initiative multilatérale lancée en 2011. Elle promeut la transparence de l'action publique et son ouverture à de nouvelles formes de concertation et de collaboration avec la société civile. Cette ouverture des gouvernements implique aussi la facilitation d'accès à l'information. Celle-ci est l'un des thermomètres d'une société démocratique. Nous allons continuer à travailler pour offrir les meilleurs services publics et en particulier pour rapprocher les citoyens des institutions publiques. Les citoyens ont besoin de se sentir bien représentés et bien servis par les administrations publiques et par les employés publics, car au final, c'est cela qui renforce les systèmes démocratiques. L'adhésion du Maroc au partenariat pour un gouvernement ouvert est un signal fort de la volonté du Royaume de poursuivre la progression vers cette vision. Tout un processus est donc enclenché pour améliorer davantage l'efficacité des modes de gouvernance publique. Un domaine dans lequel le Maroc consolide ses liens de coopération avec ses partenaires. Le Maroc participe très activement des activités de l'OCDE, soit au siège à Paris, comme des activités dans plusieurs pays, plusieurs régions du monde. Et nous pensons que nous profitons énormément de cet échange d'expériences. Le Maroc a avancé énormément dans plusieurs questions liées à la gouvernance. Donc c'est un plaisir d'être de retour à Rabat et pour voir encore comment on peut aller même au-delà dans cette coopération avec le Maroc. Nous sommes ravis d'accueillir le Maroc en tant que 76e pays rejoignant le partenariat de gouvernement ouvert. C'est un partenariat qui regroupe 79 pays et des milliers de membres de la société civile. Nous sommes heureux de voir que le Maroc réalise son plan d'action de partenariat de gouvernement ouvert. Ce partenariat de gouvernement ouvert a été initié lors d'une réunion des 8 pays fondateurs. Brésil, Indonésie, Mexique, Norvège, Philippines, Afrique du Sud, Royaume-Uni et États-Unis. L'ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a joué un rôle prépondérant dans la mise en place de cet organisme. Sa philosophie s'inspire de la Open Government Initiative, initiée par l'ancien président Barack Obama en 2009. Coup d'envoi des Journées nationales du consommateur. Cette 9e édition est particulièrement consacrée au guichet consommateur. Les participants y débattent des moyens de promouvoir justement cet outil de proximité mis à la disposition des consommateurs. Il est également question de faire le point sur les acquis réalisés et les défis liés au digital. C'est Mohamed Laroui et Dominique Orlando. Avant d'accéder à la salle du forum où se tient l'ensemble des débats, il faut tout d'abord passer par un petit salon et l'on peut déjà se faire une idée de ce qui va suivre. Comment est-ce que la digitalisation impacte les consommateurs? Comment est-ce que nous, en tant que marque, entreprise, institution, on peut y répondre? Et on arrive justement à proposer des solutions, des réponses, mais aussi des réflexions pour ne pas être passif dans cette évolution. Effectivement, avec le digital, ce consommateur citoyen, ce concitoyen, il va agir d'une façon de plus en plus efficace pour essayer d'améliorer son quotidien, qui se réduit finalement à une agrégation de consommation et d'actes de consommation. Et donc à ce niveau-là, on va être interpellé par la question du prix, par la question de la qualité, de la transparence sur les informations fournies aux consommateurs et bien sûr sur toute la partie législation et respect des droits des consommateurs. Et la préservation du droit des consommateurs est au centre de tous les enjeux pour l'avenir et il a donc aussi été beaucoup question de la loi 3108 qui édicte au Maroc les mesures de protection des consommateurs. Aujourd'hui, cette loi peut compter pour son application sur à peu près 600 personnes, 600 cadres qui sont opérationnels sur le terrain. Ce sont des observations qui sont liées à l'affichage des prix, aux informations qui doivent être contenues dans les étiquettes pour mieux informer le consommateur sur la nature et sur les qualités du produit qu'ils achètent, sur des pratiques concernant les promotions et les soldes pour voir est-ce que ce sont des vrais soldes, des vraies promotions et non pas uniquement des façons de détourner l'information et d'induire le consommateur en erreur.
Cette même volonté sera partagée à l'échelle mondiale ce vendredi 15 mars 2019 où la Journée internationale des droits des consommateurs viendra aussi nous rappeler qu'elle existe à notre intention depuis l'année 1983. Je vous propose à présent de plonger dans le monde coloré d'Amina Costo. Après s'être consacrée pendant plusieurs années à la création d'œuvres tissées et s'est trouvée aujourd'hui une nouvelle vocation, la peinture. Il faut dire que la transition a coulé de source. Cette artiste autodidacte surprend par son talent qui n'a d'égal que son imagination. Découverte avec Mehdi Mouhib et Mounia Marouche. Pourquoi se contenter d'une seule pratique artistique quand on peut en faire deux? C'est dans la peinture que cette tissérante a trouvé son fil d'Ariane. Sur toile, elle donne libre cours à son imagination et transpose sa propre vision des lieux. Son inspiration se nourrit de la richesse du patrimoine de la ville de Rabat et ses créations prennent forme au gré de ses rêves aussi. Dans mon travail, je m'inspire de l'architecture et de l'artisanat marocain, telles les portes des Médinas. En même temps, mes œuvres sont très imprégnées par les motifs et les couleurs du tapis rabati. Dans ces peintures, on explore l'expérience picturale de l'art naïf qui nous plonge dans les souvenirs d'enfance de l'artiste. Un monde à la fois réel et abstrait. J'apprécie énormément ces tableaux. D'ailleurs, cet artiste n'en est pas à son premier coup d'essai. Elle a déjà participé à plusieurs expositions au Maroc et même à l'étranger. Cet autodidacte n'a pas reçu de formation picturale, mais l'univers coloré du tissage a nourri sa verve créative. Aujourd'hui, son ambition et ses rêves n'ont pas de limite. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Kais Mouhsil pour Ara Issia. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir.